La tension atteint son point de rupture. Les visages sont creusés, les voix tremblent. La maison n'est plus qu'un tombeau de peur. Moma ne prie plus, elle murmure, des mots sans sens, des fragments de phrases qui semblent adressés à quelqu'un ou à quelque chose. Nolan, lui, ne dort plus. Il passe ses nuits à fixer la corde. Il sait que le monstre reviendra, mais il ne sait plus qui est le véritable danger, la chose dehors ou sa mère à l'intérieur. Un matin, il découvre Moma en train de creuser derrière la maison. Elle avance lentement, la pelle à la main, le regard vide. À côté d'elle, 3 trous, pas 2, 3. Nolan comprend qu'elle n'espère plus sauver Samuel. Elle se prépare à enterrer sa famille. Lorsqu'il la confronte, elle se fige, puis dans un souffle, il faut faire un sacrifice. Nolan recule. « Tu es folle ?» Elle lui sourit. « Tu ne comprends pas encore. » Le film bascule ici dans la terreur pure. La caméra ne lâche plus Moma. Son visage, son souffle, ses yeux rouges de fatigue. Elle semble possédée par quelque chose d'ancien, de plus fort qu'elle. Elle chante une vieille prière, les mots déformés par la peur. « Protège-nous du mal, même s'il vient de nos mains. » Pendant ce temps, la maison commence à se désagréger. Les murs vibrent, le bois craque. La corde s'agite toute seule, tendue à l'extrême, comme tirée par une force invisible. Et au loin, dans la forêt, une silhouette apparaît à nouveau. Nolan prend son courage à 2 mains. Il attrape la lampe, le harnais et sort. La forêt semble l'avaler tout entier. Chaque pas résonne comme un battement de cœur. Il suit la corde, encore, jusqu'à un grand chêne. Et là, il s'arrête net. Au pied de l'arbre, quelque chose brille, la médaille de Samuel. Mais avant qu'il puisse la ramasser, la corde se tend d'un coup. Un cri jaillit de la maison. C'est Moma. Elle hurle son nom. Nolan tire sur la corde, mais elle est coincée. Quelque chose la retient. Il regarde derrière lui et voit dans la brume Samuel, debout, immobile, ses vêtements trempés, ses yeux vides. Nolan s'avance, tremblant. Sam, son petit frère, ne bouge pas. Nolan recule, tétanisé, mais la chose avance, titubante, comme un pantin désarticulé. Elle chuchote encore « Tu as brisé la corde. Maintenant, tu m'appartiens. » Nolan tombe à genoux. La corde brûle sa peau, la lumière vacille, et au moment où la créature tend la main vers lui, Moma surgit, une croix en feu à la main. Elle hurle « Retourne en enfer !» La chose recule, hurlant comme si elle brûlait. Mais dans ses cris, on entend la voix de Samuel, appelant sa mère. Moma hésite, et dans cet instant de doute, la chose bondit. Le combat est brutal. La caméra tourne autour d'eux, entre cris, flammes et poussière. La corde s'enroule autour de Moma, la tire vers l'arbre. Nolan tente de couper, tire, hurle, mais la force est trop puissante. Alors, dans un dernier acte de foi, Moma crie « Je ne te laisserai pas nous prendre !» Et elle se jette dans la brume avec la créature, coupant la corde net. Silence. Juste le crépitement du feu et le souffle du vent. Nolan reste à genoux, le regard vide, la corde pendante entre ses mains. La brume se dissipe, la silhouette a disparu, et la forêt, enfin, respire à nouveau. De retour à la maison, Nolan s'assoit sur le sol, épuisé. Le jour se lève, pâle et silencieux. Le film se termine sur ce plan. Un fil de corde qui flotte dans la brise, libre mais orphelin, symbole d'un amour si fort qu'il en devient une prison. Une fin ouverte, déchirante. Après cette conclusion tragique, Never Let Go nous laisse dans un mélange d'effroi, de tristesse et de réflexion. Ce film n'est pas simplement un récit d'horreur, c'est une métaphore viscérale de la peur, de la maternité et du traumatisme. Alexandre Aja nous livre ici une œuvre à double lecture. Celle d'une lutte contre une entité maléfique et celle d'une bataille intérieure, invisible, contre la folie et la culpabilité. Commençons par le thème central, la maternité comme sacrifice. Moma est une mère rongée par la peur de perdre ses enfants. Sa relation avec Nolan et Samuel est construite sur la protection absolue, quitte à les enfermer pour les sauver. Cette corde, censée les relier, devient un symbole terrifiant. Elle unit, mais elle emprisonne. Le deuxième thème, la peur héritée. Dans le film, la peur n'est pas seulement une émotion, c'est un virus. Elle se transmet de mère en fils, comme une malédiction psychologique. Moma vit avec le souvenir d'un drame passé, et en tentant d'en protéger ses enfants, elle leur transmet cette même terreur.
Le réalisateur illustre magnifiquement ce cercle vicieux à travers le son, les murmures, les respirations, les voix qui se répètent d'une génération à l'autre. Le mal dans Never Let Go n'a pas besoin d'exister physiquement. Il suffit d'y croire pour qu'il prenne forme. Troisième thème, la foi et la folie. Tout au long du film, Moma prie, chante, récite des mots sacrés. Mais ses prières deviennent des mantras d'angoisse, déformés par la peur. Elle croit combattre le mal, alors qu'elle s'y enferme. Aja joue ici sur une symbolique religieuse puissante. Le feu comme purification, la corde comme foi et la cabane comme confessionnal. Chaque objet domestique devient un symbole spirituel perverti, et cette foi aveugle finit par tout consumer. Le quatrième thème, l'invisible. C'est sans doute l'élément le plus terrifiant du film. On ne voit presque jamais The Evil, et c'est là tout le génie de la mise en scène. Aja comprend que ce qu'on ne voit pas est plus effrayant que ce qu'on montre. L'ombre devient le véritable monstre. Chaque craquement, chaque souffle, chaque reflet dans la vitre active notre imagination. Enfin, le thème du deuil. Le deuil de Samuel, le deuil de la paix intérieure, le deuil de la raison. Moma refuse de lâcher prise, et cette incapacité à accepter la perte transforme l'amour en malédiction. Ne me lâche pas devient alors une prière inversée. Non pas un appel à l'amour, mais une condamnation à la douleur éternelle. C'est cette phrase, répétée jusqu'à la fin, qui résonne le plus fort. Le lien indestructible entre l'amour et la mort. Dans Never Let Go, Alexandre Aja signe une œuvre sur le monstre intérieur. Ce film nous rappelle que parfois, le véritable démon n'est pas dans la forêt, mais dans la peur qu'on refuse d'affronter. Et cette peur, si on la nourrit trop longtemps, finit par prendre forme, jusqu'à nous dévorer vivants. Après la disparition de Samuel et la descente aux enfers de Moma, la tension ne redescend jamais. Et c'est ici qu'Alexandre Aja révèle la véritable nature du film. Une horreur qui ne repose pas sur la créature, mais sur ce que la peur fait aux gens. Quand Moma et Nolan reprennent leurs recherches, la caméra reste volontairement collée à eux, presque étouffante. Le cadre tremble légèrement, comme si la forêt respirait autour d'eux. On ne voit rien, rien du tout, mais tout, absolument tout, nous indique que quelqu'un ou quelque chose observe. Ce choix visuel est essentiel. Dans Never Let Go, la forêt n'est pas un décor, c'est un piège psychologique. Un labyrinthe organique où chaque arbre semble se rapprocher d'eux. Et c'est ici que le film devient brillant. L'horreur n'est jamais montrée. The Evil n'a pas besoin d'apparaître pour détruire. Ce que la forêt retire, ce sont les repères, la capacité de distinguer le vrai du faux, la capacité de croire en quelqu'un. Les silhouettes ne sont jamais nettes. La créature peut être réelle ou juste le fantôme du traumatisme de Moma. Et tout cela alimente le doute de Nolan. Déjà fragilisé par son rôle d'aîné, il commence à revoir chaque geste de sa mère, chaque phrase. Quand elle disait « ne lâche jamais la corde », quand elle disait « ne te retourne pas », quand elle disait « je sais ce qu'il y a dehors ». C'est aussi dans cette partie du film que Nolan réalise une chose essentielle. Moma ne les protégeait peut-être pas du danger extérieur, mais du danger intérieur. Soudain, Nolan se demande si Moma a vraiment vu quelque chose, ou si elle s'est construite elle-même un ennemi pour survivre à ses propres blessures. Visuellement, cette montée de paranoïa est renforcée par la lumière. Le jour paraît trop blanc, la nuit paraît trop noire, comme si la forêt était un lieu qui rejetait toute nuance. Et même le son change. Les bruits de branches deviennent plus secs. Le vent devient plus aigu. Les chuchotements, presque humains. Et dans cette forêt, la vérité est simple. La peur ne vient pas de ce qui se cache entre les arbres. Elle vient de ce que la solitude fait à l'esprit. Elle vient du doute. Elle vient de ce que l'on est prêt à croire pour survivre. Nolan avance seul dans la forêt, la corde glissée entre ses doigts. Le silence est trop profond, presque étouffant. Il n'y a plus de chant d'oiseaux, plus de vent, juste cette sensation, celle d'être observé. Quand il découvre enfin Samuel, recroquevillé contre un arbre, son cœur se serre. L'enfant tremble, les yeux grands ouverts, incapable d'expliquer ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas The Evil qui l'a pris, c'est la peur elle-même. Nolan passe son bras autour de lui et murmure qu'il va le ramener à la maison. Mais à ce moment précis, une branche craque dans l'obscurité. Pas une silhouette, pas un pas. Juste un bruit, infime, mais suffisant pour déclencher la panique. Samuel voit quelque chose derrière son frère. Ses yeux s'écarquillent. Il murmure « Elle arrive ».
Nolan se retourne et voit Momma, les cheveux en bataille, le visage déformé par la terreur. Elle court vers eux, la machette en main. Elle ne reconnaît plus rien, ni la forêt, ni ses enfants. Elle ne reconnaît que le danger. Elle hurle à Nolan de s'éloigner du double, du faux Samuel, de la chose qui l'a remplacé. Sa voix tremble, brisée par des années de peur. C'est à cet instant que Nolan comprend la vérité. Vi-Vol n'est pas une créature. Vi-Vol, c'est ce que la forêt a fait à sa mère. Elle l'a brisé psychologiquement. Elle l'a isolé pendant des années. Elle a transformé sa peur en obsession. Nolan tente de lui parler, de la ramener à la réalité. Il répète qu'il est son fils, que Samuel est bien là, vivant. Mais Momma recule, son regard perdu entre deux mondes. Elle voit encore les visages morts de son passé. Elle voit les illusions que la forêt lui impose. Elle voit des dangers imaginaires. Et au milieu de tout ça, elle ne voit plus ses propres enfants. Nolan comprend qu'il n'a qu'un seul choix, s'approcher, doucement, lentement, lui tendre la main, comme elle l'a fait pour lui quand il était petit. Il répète « Maman, c'est moi, regarde-moi ». Mais plus il avance, plus Momma panique. Elle recule, elle tremble, elle se frappe la tête comme pour chasser des visions invisibles. Elle crie que Vi-Vol les suit, qu'il les copie, qu'il les remplace. Elle crie qu'elle ne peut pas les perdre. Pas encore. Dans un souffle, elle dit enfin la vérité. Elle n'a jamais vu la créature. Elle n'a jamais affronté de monstre. Elle a vécu enfermée dans sa paranoïa, persuadée que le monde voulait lui arracher ses fils. La forêt n'a fait que renforcer sa peur. Et cette peur est devenue Vi-Vol. Nolan comprend alors que la seule façon de survivre n'est pas de fuir la forêt, mais de sortir sa mère de son propre enfer mental. C'est là que commence leur dernière bataille. Non pas contre un démon, mais contre le traumatisme qui a ravagé leur famille. Momma, encore tremblante, s'assoit contre un arbre. Nolan reste à côté d'elle, sans la lâcher. Samuel se blottit contre eux. Pour la première fois depuis longtemps, ils respirent ensemble. Mais ils ne sont pas encore en sécurité. L'orage approche et la nuit tombe. La forêt devient un labyrinthe de silhouettes et de murmures. Et surtout, la maison est encore loin. Momma tente de parler, mais sa voix est brisée. Elle avoue enfin ce qu'elle n'a jamais dit à ses enfants. Dans le passé, elle a perdu quelqu'un, une fille, une enfant morte dans ses bras. C'est cette douleur qui a créé ses règles, sa peur, ses rituels. Elle croyait que le monde entier voulait lui reprendre ses enfants, et la forêt n'a fait que nourrir ce traumatisme. Nolan reste silencieux. Il comprend désormais que sa mère n'est pas folle. Elle est blessée, et que tout ce qu'elle a fait, même les pires décisions, venait d'un seul endroit, l'amour. Mais alors qu'ils reprennent la route, un bruit les arrête. Un pas, puis un autre, puis une silhouette. Le cœur de Samuel s'emballe. Il murmure « C'est lui, il est revenu ». Nolan prend une grande inspiration. Il sait que ce qu'il voit n'est pas réel, que la forêt joue encore avec eux. Il serre la corde dans sa main, regarde sa mère et dit « On reste ensemble, quoi qu'il arrive ». La silhouette s'approche, floue, tremblante, presque humaine, puis elle disparaît, comme une illusion, un reste de la paranoïa de Momma, ou peut-être quelque chose d'autre. Ils parviennent enfin à la clairière. La maison apparaît à travers les arbres comme un dernier phare dans la nuit. Momma s'effondre sur le porche, Samuel dans les bras. Nolan ferme la porte à clé, même s'il sait que ce n'est pas une serrure qui peut les protéger. Mais le plus étrange, ce n'est pas la porte, c'est le silence. Un silence parfait, trop parfait. La caméra s'approche lentement du visage de Samuel. Il est blême, ses yeux fixent quelque chose hors champ. Il murmure « Elle m'a suivi ». Momma se fige, Nolan aussi. Ils suivent son regard. La caméra se tourne lentement vers la fenêtre et dans la vitre, un reflet. Pas un visage. La scène devient instable. Puis, cut. L'écran devient noir. Aucune explication, aucun monstre révélé, aucune certitude sur ce qui était réel ou non. Juste une phrase, comme un murmure. Never let go. Ne lâche jamais. Et le film se termine, non pas sur la victoire, mais sur l'ambiguïté. Merci d'avoir regardé ce récap ultra complet de Never Let Go. Ce film nous rappelle que la peur la plus terrifiante n'est pas toujours extérieure, mais parfois à l'intérieur de nous. Dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que The Evil était réel ou juste le traumatisme de Momma? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous
activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau récap horreur. Ici Kraus, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle descente dans l'obscurité.